Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je sais que ma voix elle a l'air un peu plus grave mais t'inquiète, ça reste moi. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre dernier date qui a commencé la semaine dernière où j'ai abordé la première partie de mon année de janvier à juillet 2022. Dans le premier épisode Une vie d'adulte, j'aborde la succession d'événements de mon entretien annuel au poste interne auquel j'ai postulé. Si je devais te faire un résumé des émotions que je ressentais à cette période-là, c'était que j'avais un stress refoulé, j'avais une pression du temps et j'avais cette sorte d'urgence de plus en plus grandissante face à un choix qui s'est finalement imposé comme étant le bon. Et tu verras qu'on abordera le pourquoi dans cet épisode. Dans cette deuxième et dernière partie, je réponds finalement à travers les 3 derniers chapitres à la question comment et pourquoi est-ce que j'ai pris le contrôle de mon temps en me retirant du marché du travail fraîchement diplômé. Quand j'ai pu saisir l'opportunité de signer un CDI et tous les avantages et la sécurité qui va avec, pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne pas le faire? Donc je te dis à tout de suite pour le chapitre 6. Chapitre 6, ok, bon je m'en vais. Même à ce stade-là, en soi, cette phrase, c'était pas une affirmation. C'est-à-dire que c'était ok, bon je m'en vais, mais je peux quand même rester si tu me proposes quelque chose d'autre. Le dernier chapitre, le chapitre 5, on s'est laissé sur ma manager me dit Ren, viens, on va marcher. Je comprends au bout de 3 secondes que je vais pas rester, qu'en gros le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Et là, je me dis ok, Ren, tu pars. Maintenant, on finit l'échange avec ma manager, on rentre au bureau et honnêtement, je suis rentrée dans une phase de juste blanc. C'est-à-dire que j'ai pris mon PC, je suis allée m'isoler, je me suis assise dans un coin et pendant 1 heure, j'ai rien fait. J'ai pas écrit un mail, j'ai rien, j'ai juste, je regarde. En fait, tu passais devant moi, je regardais dans le vide. Et pendant que j'étais justement dans cet état de statut, en fait, j'étais en train de passer par des rushs d'émotions que j'ai compris plus tard. Et la première émotion dans ce carrousel-là, c'était la déception. Mais j'étais pas déçue qu'ils aient choisi quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'était tout à fait normal qu'ils prennent quelqu'un d'autre qui a un profil beaucoup plus senior, parce que j'avais un profil junior par rapport au poste. J'avais pas réalisé une bonne partie des missions. Certes, je connaissais l'entreprise, le business model et autres, mais j'étais pas très à l'aise avec la majorité des missions et même certaines questions qui m'étaient posées pendant l'entretien. J'avais pu y répondre, mais j'y répondais comme un junior qui prendrait le poste, pas comme une personne qui avait déjà réalisé ce set de missions-là et qui était prêt à s'engager à faire de son mieux, en fait. Et à ce stade-là, j'ai cette déception. Mais j'étais déçue de moi, en fait. J'étais déçue de ma performance. J'étais déçue du fait que j'avais perdu. J'étais déçue d'avoir joué et d'avoir perdu. Et encore une fois, c'est vraiment mes démons et moi. C'est-à-dire que autant j'ai un aspect de ma personnalité qui est très perfectionniste et qui m'aide beaucoup dans le monde du travail. J'aime recevoir la critique. Ça me dérange pas si on me prend à part et qu'on me dise Ren, j'aime pas trop ce que tu as fait et autres, est-ce que tu peux mieux faire? Parce que je sais qu'en remettant en question ma performance, j'œuvre pour le meilleur du groupe. En fait, j'œuvre pour un meilleur avancement du projet dans lequel on est. Ce qui fait que lorsque ma manager m'a annoncé le truc, je me suis dit, ah super, ils ont enfin trouvé quelqu'un, enfin ils ont trouvé quelqu'un qui malheureusement n'est pas moi, mais qui sera prêt à réaliser ce set de mission avec le maximum de compétences et justement apporter une performance qui est nécessaire par rapport à la trajectoire dans laquelle l'entreprise a envie de se diriger. Et c'est vraiment cette colère-là, cette déception et cette colère que j'avais envers moi, parce que comme je l'ai dit à ma manager, j'ai repris ces mots, c'est que lors de la période de l'entretien qu'on avait eu où je lui avais fait part du fait que j'avais envie de partir, elle m'a dit Ren, franchement, t'es pas en train de postuler en ce moment, t'as rien à perdre, vas-y. Et quand elle m'a annoncé ça, je lui ai dit en soi, c'est ce que tu m'avais dit, c'est que tu m'avais dit que j'avais rien à perdre, là j'ai joué, j'ai perdu, maintenant je pars. Mais c'était pas je pars avec une sorte de menace cachée de si je passe, de soit tu me donnes le poste ou soit je pars. C'était vraiment la suite logique de me dire ok, maintenant je pars. Et justement, là, j'embraye sur la deuxième émotion qui était le vide. Et je dis pas liberté, je dis pas encore liberté, mais je dis vide parce que j'avais l'impression que mon cerveau avait été en train d'archiver, de faire le ménage dans ma tête de toutes les émotions que j'avais ressenties jusqu'ici pour laisser place à la nouvelle étape. J'avais un vide en moi, mais c'était un vide qui était positif. Tu sais, c'était pas le trou où tu te dis j'ai un trou qui se forme en moi, j'ai des émotions un peu mitigées, je comprends pas ce qui se passe. Moi, c'était je comprends pas trop ce qui se passe, mais j'aime bien le fait que j'ai l'impression que je suis en train de me débarrasser d'une partie de ma vie ou d'une réalité que je vivais qui n'est plus la mienne
pour laisser place à de nouvelles émotions et une nouvelle aventure. Là est vraiment venu ce sentiment de liberté lorsque je suis rentrée de vacances, après avoir échangé avec mes collègues, avec ma mère et avoir justement fait part de ma situation un peu pour avoir des retours externes de comment est-ce que les autres voyaient ma réalité et éventuellement qu'ils puissent peut-être me faire leur retour, voire m'apporter des conseils par rapport à ça. J'ai senti une sorte de liberté où je me disais, ok, Reine, c'est bon. Mais derrière cette liberté, je nourrissais quand même une lueur d'espoir et je ne saurais pas te dire pourquoi que je peux quand même rester si on ne sait jamais pendant que je vais en vacances, si créer un poste pour moi qui sort de nulle part, je peux peut-être rester. Mais c'était juste ça en fait, c'était vraiment 99% de liberté et un petit pourcent d'espoir qui se disait tu les aimes tellement que éventuellement tu pourrais fermer les yeux et re-signer dans un autre poste qui te plaît. À ce stade-là, lorsque j'ai passé ce cap de la liberté, là, je suis revenue là, à ce stade, je reviens au travail, je recommence à travailler, je recommence à travailler, donc je reprends mes missions et autres, et je passe par la dernière étape qui, pour moi, a un peu conclu ce rush d'émotions que j'ai défini comme étant, entre parenthèses, une sorte de deuil. C'est-à-dire que je suis vraiment arrivée à l'étape où j'ai accepté ma situation et je me suis dit, tu sais quoi, là, tu sais que tu vas partir, accepte. Accepte de vivre chaque jour comme le dernier parce que l'aventure qui a commencé il y a 3 ans est sur le point de finir. Et vis chacune de ces journées avec autant de passion que tu as vécu les 3 dernières années. En soi, tu peux te dire que c'est un peu trop passionnel pour une personne dont c'était le premier travail. C'était littéralement ma première longue expérience parce que j'ai fait stage, CDD, alternance. Donc c'est un peu comme si j'avais fait un CDI de 3 ans en soi, si tu veux résumer un peu la chose. Mais c'est que j'ai eu ce gros rush d'émotions parce que je finissais une aventure dans laquelle je suis devenue adulte. C'est-à-dire que lorsque je suis rentrée dans cette entreprise-là, j'avais pas... j'étais dans un stade bas en fait, l'un des plus bas quand même dans lequel j'ai pu être dans ma vie, parce que je pense que j'étais arrivée au point où tous les étudiants arrivent, où tu as l'impression que tu n'as pas de futur et que ta vie elle peut s'arrêter maintenant et que tu n'auras rien fait. Donc c'est vraiment ce stade-là où j'étais vraiment dans une sorte de dépression. Et en rentrant dans ce travail-là, en retrouvant justement le goût d'avoir une routine et autres, d'avoir mon temps qui est contrôlé, ce qui ne me dérangeait pas forcément à cette époque-là, j'ai appris énormément. Et je suis devenue adulte. C'est-à-dire que financièrement parlant, je suis devenue indépendante en travaillant dans cette entreprise-là. Et j'ai tellement eu la possibilité de rencontrer des personnes avec des expériences de vie tellement riches et qui m'ont en tout cas partagé à moi leur vérité, que en plus d'être un endroit où j'ai développé un set de compétences professionnelles, c'était une sorte d'école de la vie. Donc pour moi, je quittais un peu des personnes avec qui j'avais partagé la réalité pendant 3 ans. Et je me disais, ah ouais, c'est des personnes que tu as vues plus que ta famille pendant très longtemps. Parce que quand tu réalises le truc, tu te dis, c'est quand même des personnes que je vois 5 jours par semaine, 7 heures par jour, pendant X temps. Donc c'est vraiment des personnes que tu vois plus que les personnes avec qui tu vis en fait. Et le fait de les quitter, c'est... En tout cas, parce que j'étais dans un environnement, encore une fois, pour moi, très positif et très riche, ça m'a quand même fait quelque chose. Et quand tu travailles aussi dans ce genre d'environnement, avec des personnes qui viennent des 4 coins du monde, parce que j'ai eu la chance d'avoir travaillé dans une entreprise qui était très cosmopolite. Donc on avait des personnes qui venaient littéralement de toutes les régions auxquelles tu peux penser dans le monde. Et le fait d'avoir partagé ma réalité avec ces personnes-là, c'est en rétrospective, je me suis dit, en fait, le monde, c'est 7 milliards de réalités dans un même univers. Quand tu prends conscience que vous partagez juste cette petite réalité qui est 7 heures de travail par jour, mais que derrière, chacun a son existence, là, la tienne, en fait, elle prend un peu plus de sens. C'est que là, je me suis dit, ok, en fait, on est tous soumis aux éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle et nos décisions sont motivées par des versions différentes de nos réalités. Et c'est en réalisant ça que je me suis dit, ok, t'as fait le bon choix, tu pars, t'as parlé à beaucoup de personnes qui t'ont conseillé, qui te disent presque la même chose depuis le début, qui est prends du temps pour toi. Et à ce stade-là, je me dis, ok, je vais partir. Et quand je pars, quand je suis vraiment dans cette acceptation pure et dure que ok, c'est le bon choix, j'ai une manie, je sais pas si toi aussi t'es comme ça, c'est si je sais qu'il y a une vérité qui va arriver par rapport à moi, je prépare mon entourage à ce qu'elle arrive. C'est-à-dire que si je sais que je vais mourir, tu sais, je vais devenir le matin en mode, tu sais, je peux mourir demain.
tu vois. Mais je vais dire ça tous les jours. Donc ça fait que je me dis, le jour où je vais mourir, tu vas dire, ah, elle me l'avait dit. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que moi, j'avais préparé tout le monde au fait que je puisse partir. Mais je ne l'avais pas vraiment dit. En soi, je disais, ah bon, peut-être que. Mais le jour où je suis partie, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, tu as vraiment laissé une image telle que quand tu dis que tu pars, les gens, enfin, ils sont... Ça n'a pas bouleversé leur vie non plus, mais tu sens que ça les touche un minimum parce que tu vois, en fait, la valeur En fait, tu vois ta valeur à travers ce que tu leur as apporté. Et c'est quelque chose qui peut être négatif. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Mais au moins, je me suis dit, j'ai eu la possibilité de partager ma réalité avec ces personnes pendant 3 ans. J'ai eu la possibilité de me donner à fond dans mon expérience professionnelle. Au moins, si je peux partir en laissant une belle image de moi, ce serait cool. Et le fait de voir justement que j'ai touché certaines personnes en partant, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce que je me suis dit, t'as pris la bonne décision, même si tu te sépares et que ça fait mal, il faut que tu partes parce que tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Chapitre 7. Reculer pour mieux sauter. Je viens de quitter mon travail alors que j'avais un CDI qui m'était promis. Je quitte Paris après 6 ans d'études. Je recule pour mieux sauter. Paris, c'est cher, les gars. Franchement, Paris est très, très, très cher. 14 mètres carrés pour 600 euros, ça va aller en fait. Moi, franchement, je suis venue, j'ai vu, j'ai payé le prix et je m'en vais. Et du côté personnel, honnêtement, je craignais de quitter Paris. Là, je suis dans un département qui est pas si loin que ça. C'est à 45 minutes à peu près en TGV. Mais j'avais peur en fait de quitter cette bulle parisienne. Parce que Paris, c'est un autre monde. Je pense que un touriste qui est là pour 2 jours, une personne qui est là à Paris pour 4 heures et une personne qui y vit depuis 2 mois pourrait te dire que Paris, c'est un monde. En France, Paris, c'est un pays, limite. C'est que c'est une version de la réalité dans laquelle le temps passe tellement vite que tu te rends pas compte que tu es dans un cercle infernal. En gros, le métro, boulot, dodo, il est très très réel. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu vas dans un sous-sol pendant X temps, tu arrives au travail, tu sors du travail, tu vas dans un sous-sol. Dans les deux schémas, il fait nuit, parce que l'hiver, c'est la majeure partie de l'année. Et tu ne vois pas le temps. Oui, bien sûr, après, tu peux avoir des apéros, tu peux trouver d'autres activités, mais lorsque tu fais un travail, on va dire, normal, donc un travail de 9h, 17h ou 10h, 18h, ta vie, tu la passes essentiellement dans le métro et dans un bureau. Et à part si tu as la chance peut-être d'aller faire des meetings ailleurs, mais Paris, c'est vraiment ça. C'est vraiment une routine dans laquelle tu rentres à un tunnel où tu dis tu n'en vois pas le bout si tu ne sais pas exactement où tu vas. Et donc c'est ça en fait, c'est un coup t'emménages, tu clignes des yeux et ça fait 5 ans que t'es là. Et je pense que j'ai une théorie sur Paris et tu me diras ce que t'en penses. C'est un débat que j'ai déjà eu avec des personnes qui venaient d'arriver à Paris, donc qui fraîchement emménagé, soit qui venaient d'emménager de l'étranger ou d'autres villes en France. J'ai cette théorie-là que Paris a le même syndrome que New York. C'est-à-dire que tu vas voir les lumières, tu auras Times Square, tu auras la Tour Eiffel, le Louvre, Montmartre et autres. Tu vas voir la population qui est cosmopolite, il y aura une sorte de liberté d'être, les opportunités de travail, donc tu as la Défense et Wall Street à New York. Mais en fait, tu te rends compte que ça reste une ville avec des rats, un système de métro qui est bancal mais qui fait son travail, et les gens payent une fortune pour y vivre. Et encore une fois, c'est pas que j'ai quelque chose j'ai rien contre Paris en soi, mais c'est juste que c'est une réalité que on prend pas forcément dont on n'a pas conscience lorsqu'on emménage à Paris, des fois. Des fois, tu vois Paris, tu vois juste ce que Paris peut t'apporter. Tu vois les opportunités de travail, tu vois le fait qu'il y ait vraiment une vraie liberté d'être. Je ne sais pas comment expliquer, à part utiliser le mot liberté d'être par rapport à la mentalité dans laquelle les Parisiens, en gros, sont. Mais tu te rends compte que en fait, tu vas rentrer dans un cercle infernal où tu vas pas forcément en voir le bout et tu devrais savoir ça. Et en gros, j'ai l'impression que l'image qu'on donne à Paris, c'est pas, tu sais, l'image des Américains en mode baguette, marinière, viens, on va à la Tour Eiffel, non. Mais il y a un romantisme qui est attaché à Paris qui n'est pas forcément vrai. Et ça peut être vrai pour des personnes, bien sûr, il y a chacun a sa réalité. Mais j'ai l'impression que ce romantisme, il nous est tellement... on l'ancre tellement dans nos cerveaux que lorsque tu arrives à Paris et que que tu es brusqué par cette vraie réalité, à un moment, tu peux un peu dandiner et te dire, ah ouais, est-ce que je suis vraiment dans le bon endroit? Mais ça reste une bonne ville. Franchement, je recommande si tu veux aller faire tes études là-bas. Paris, du lundi au dimanche, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire en tout cas des activités. Tant que tu as de l'argent et que tu as l'argent pour le métro, normalement, ça devrait aller.
Après, il y a d'autres villes comme ça aussi en France. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité d'aller vivre dans d'autres villes, mais c'est vrai que la mentalité parisienne, elle n'a pas sa réputation pour rien. C'est vraiment un monde à part. Côté professionnel, mon état mental à ce stade, c'est pourquoi est-ce que en gros je ne signe pas ou pourquoi je n'ai pas signé étant donné que j'ai fini dans mon entreprise et pourquoi est-ce que je ne cherche pas de travail ailleurs. Et honnêtement, j'ai pas de vraie réponse à cette question-là, mais je vais quand même essayer de te donner des bribes pour que je puisse essayer de, en rétrospective, voir en fait ce qu'il y avait dans ma tête à cette période-là. Donc honnêtement, première étape, je venais d'échouer. Encore une fois, je peux être perfectionniste comme je peux être un troll envers moi-même. Je ne pouvais pas signer dans une boîte dans laquelle je n'avais pas obtenu le poste que je voulais, qui était littéralement le dernier rempart au fait de continuer de voir de la valeur ajoutée dans ce que je faisais. J'avais pas envie de me dire que je signais ne serait-ce que pour un CDD ou autre, même si derrière il y avait une sécurité financière et j'en suis vraiment reconnaissante quand même d'avoir eu cette opportunité-là et j'ai conscience d'avoir laissé quand même une sécurité financière, mais j'avais pas envie. Je n'avais juste pas envie de rester dans cette boîte-là et de me dire que je signe parce que j'ai juste pas réussi à obtenir le poste que je cherchais. Et encore une fois, c'était vraiment mes démons à moi. C'était vraiment moi, ma perception de ce que je voyais, la situation dans laquelle j'étais où je me disais non, Reine, tu vas pas rester. Et la deuxième partie, c'était que je ne voulais pas aussi rester parce que j'avais pas envie de... Il y a une partie de moi aussi, et c'est lié au fait que je n'ai pas aussi cherché de travail ailleurs, c'est que j'avais pas envie de me conformer au schéma. C'est-à-dire qu'elle a fini ses études, elle vient d'avoir son diplôme, il faut absolument qu'elle sécurise un CDI. J'avais pas envie de faire ça. Et je pense que c'est par rapport aussi aux différentes conversations que j'ai pu avoir avec des personnes autour de moi et peut-être des podcasts aussi que j'ai écoutés par rapport aux débats aussi qui se font sur cette notion-là de ne pas forcément aller chercher un CDI pour chercher un CDI, mais de juste voir autre chose. J'avais pas envie de me conformer et rentrer dans un cycle de productivité infinie avec la suite logique qui serait de ah bah elle vient de finir ses études, elle va automatiquement se lancer dans le monde du travail. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait et tant mieux pour eux, enfin, c'est cool s'ils arrivent à se retrouver dedans. Mais moi, après toutes ces années d'expérience dans le monde du travail que j'ai eu, après j'en ai pas eu 15 ans non plus, mais ne serait-ce que d'avoir pu au moins travailler 3-4 ans dans le monde du travail, toute expérience professionnelle confondue, j'avais pas envie de signer un CDI maintenant. Et c'est là où je me suis dit, tu sais quoi, là t'es en train de reculer pour mieux sauter, prends le mois de septembre et tu dis c'est ton mois zéro. C'est-à-dire que prends le mois de septembre où tu vas te dire que ok, là je me lance, je me donne un mois pour déménager, je me donne un mois pour un peu remettre un peu les choses en place dans mon cerveau et voir comment est-ce que je peux avancer. Et c'est à ce stade-là où je me suis dit, tu sais quoi, tu vas pas postuler, tu vas pas chercher ailleurs parce que de un, tu le sens pas et de deux, ça sert à rien d'aller signer un CDI si tu sais que tu vas pas être au maximum de ta performance parce que ton mental il est en train de prendre le dessus et il est en train de mettre plein de toxicité partout. Donc soit tu te choisis toi pendant un certain temps, ne serait-ce qu'un mois pour commencer et après tu verras comment vont évoluer les choses, ou tu vas te lancer mais tu sais que tu vas pas donner ton maximum. Et c'est vraiment à ce stade-là où je me suis dit, ok, fais quelque chose pour toi. C'est-à-dire que maintenant que tu sais que tu es dans une optique où tu viens de finir tes études, donc tu as, on va dire, le minimum syndical des diplômes d'études sup, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Spoiler, je n'ai absolument pas la réponse à cette question. Mais au moins, je me suis dit, tu commences à chercher, c'est déjà ça, let's go. Et je me suis dit, ok, maintenant que tu es dans cette situation et que tu as officiellement pris le mois de septembre comme ton mois de zéro, c'est-à-dire ton mois de départ où tu vas emménager, tu vas prendre tes marques dans la nouvelle ville et tu vas te chercher, qu'est-ce que tu veux réaliser en prenant cette décision? Oui, tu veux mettre plein de trucs de côté et un peu commencer à organiser ce qu'il y a dans ta tête, mais qu'est-ce que tu vas en ressortir? Et j'ai ressorti deux éléments principaux, je pense. Ces éléments principaux sont l'acceptation de l'imprévu dans un premier temps. Il faut que j'accepte qu'il y a des situations dans ma vie que je ne vais pas contrôler. Littéralement, cette année, c'était une suite d'imprévus et c'est pour ça que mon cerveau, il a fait exploser parce que je ne maîtrisais rien du tout et je subissais à chaque fois. Et c'est un truc que c'est que j'arrive pas à accepter l'imprévu. En fait, il faut que je planifie tout et que je planifie une alternative, c'est-à-dire une réalité qui va probablement arriver, mais je planifie aussi toutes les alternatives négatives et tous les plans qui doivent suivre avec cette alternative négative. Sauf que tu ne peux pas vivre ta vie comme ça à 24 ans, à bourrer ton cerveau avec des informations inutiles. Donc je me suis dit, tu sais quoi, Reine, première étape, accepte l'imprévu et à partir du moment où la vie te met dans une situation, accepte que c'est cette situation-là et trouve
la solution au moment présent. Trouve la solution au fur et à mesure que d'anticiper des réalités qui tu ne sais même pas si elles vont arriver ou non et anticiper des plans qui vont avec. Et la suite logique de cette pensée-là, c'est pratiquer le lâcher-prise. Et je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle Le Petit Traité de vie, dans lequel l'auteur fait une distinction entre ce qui ne dépend pas de toi, c'est-à-dire ton corps et la manière dont les autres vont te percevoir, et ce qui dépend de toi, donc ce qui t'appartient de changer. Et justement, ça sera les émotions, la manière dont tu vas te présenter aux autres, entre autres, avec d'autres facteurs en gros. Et c'est cette notion-là que j'ai vraiment envie de pratiquer, de me dire que Reine, arrête de te focus sur ce qui ne dépend pas de toi, c'est-à-dire des réalités auxquelles tu es soumise parce que littéralement tu ne contrôles pas le temps et tout ce qui va avec, mais concentre-toi sur ce que toi tu peux changer. Qu'est-ce que toi tu veux faire pour toi? Quel est, euh, quel est ce nouveau chapitre? Comment est-ce que tu veux l'écrire en fait? Et c'est là où j'ai vraiment réalisé que ok, je suis vraiment en train de réaliser, enfin je suis vraiment en train de faire quelque chose qui est bon pour moi et il faut absolument que je me concentre sur ces aspects-là en plus d'autres facteurs de ma vie et que je me dise ok, Reine, t'es en train de commencer quelque chose de bien. Chapitre 8, le moment présent. Ok, donc me voici, 24 ans, à l'aube du quart de siècle, ayant choisi de rentrer dans une vie d'adulte en prenant le contrôle d'un facteur auquel je serai soumise jusqu'à la fin de ma vie, du moins si je veux accomplir de grandes choses dans le monde matériel, le temps. En prenant le contrôle de mon temps, je me donne la possibilité de choisir ce que je veux faire du moment où je me réveille au moment où je me couche. Donc j'ai un contrôle total sur les 24 heures de ma journée. Et c'est un truc que je trouve incroyable. Je choisis ce que je vais apprendre, ce que je vais essayer. En gros, je me donne le temps. Je prends un exemple, la lecture. Je lis un livre par an. Littéralement, la lecture. Le pire, c'est que j'adore ça, hein. Mais je sais pas, enfin, j'admire vraiment les personnes qui arrivent à lire des livres en même temps qu'elles font plein de trucs dans la vie. Mais moi, je n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que je vais commencer un livre, je vais le lire à fond pendant une semaine, le reste de l'année, et j'ai pas le temps de le lire. Et là, je lis des livres en une semaine. Incroyable. Je tape des 300 pages en 7 jours. C'est un truc irréel pour moi, en tout cas. Et avec ça, je me rends compte que je suis en train de faire tout ce que je me disais que je n'avais pas le temps de faire. C'est-à-dire que tout ce que je réalise aujourd'hui, c'est des trucs que j'avais toujours mis de côté. Je prends l'exemple de ce podcast. J'ai toujours eu, je crois que ça fait 2 ans que j'ai cette toute petite idée en moi où je me dis, Reine, lance-toi dans quelque chose. Mais je pense que j'avais peur ou un truc comme ça, où je me disais tout le temps que j'avais pas le temps. Et je me suis dit que c'est la meilleure période pour le faire parce que là, tu as littéralement un contrôle. Donc, tu peux littéralement te mettre à 100% dans tous les projets que tu vas entreprendre parce que tu as vraiment le temps de le faire. Tu as cette opportunité-là et ce luxe-là, je dirais, d'avoir le contrôle total sur ton temps. Et je me donne également la possibilité de me réconcilier avec un élément de ma vie que j'avais mis de côté qui est l'espoir. Donc, c'est l'espoir ou la confiance que j'avais perdue en la vie et sa possibilité de m'apporter quelque chose de meilleur. Avoir le contrôle de mon temps, pour moi, c'est pas seulement une manière de me séparer du monde du travail, mais c'est la solution que j'ai trouvée pour laisser à mon esprit la possibilité d'imaginer une réalité alternative à la mienne. C'est-à-dire que c'est une réalité dans laquelle je me donne la possibilité de rêver, de me projeter dans une dimension dans laquelle je peux accomplir tout ce que j'entreprends tant que je me donne les moyens de ma politique. Ça, c'est une phrase de la Madressa. En gros, c'est apprendre à croire en moi. C'est vraiment le fait d'avoir l'impression que... En fait, j'avais l'impression que tant que je ne prenais pas ce temps, je n'allais jamais le prendre. Et c'est un truc que ma mère m'a dit aujourd'hui, c'est que utilise cette opportunité parce que peut-être que tu ne l'auras pas avant longtemps. J'ai la chance de faire ça parce que je ne dépends pas de quelque chose. J'ai pas quelque chose qui dépend de moi. C'est-à-dire que j'ai plus de loyer, j'ai pas de facteur qui me force à me lancer dans le monde du travail immédiatement. Et je me dis, ben, c'est le meilleur moment en fait. Et un truc aussi, c'est qu'en plus d'être une quête aussi par rapport à l'espoir et une quête assez personnelle pour retrouver certains aspects de ma personnalité, voire en découvrir de nouveaux, et c'est quelque chose aussi qui motive le chapitre dernier qui est pourquoi est-ce que j'ai pas signé ailleurs ou pourquoi est-ce que j'ai pas signé le CDI, parce que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à trouver ma valeur à travers mes propres yeux. Et c'est quelque chose que j'ai soulevé dans le chapitre 6 qui est quand tu pars, tu vois à quel point l'image que tu laisses est positive, quand tu vois ta valeur à travers les yeux des gens, quand tu vois que tu as une valeur positive à travers les yeux des gens. Et j'ai dit que c'était quelque chose de négatif parce que justement, c'est quelque chose dont je dépends. Et donc, je peux dire que je dépendais, mais je pense qu'il y a encore une partie de moi qui dépend un peu de ça. Et que ce soit dans mon parcours académique ou professionnel, j'ai toujours vu qui j'étais en fonction de ce que j'apportais. C'est-à-dire que si tu me dis que j'apporte quelque chose qui n'est pas forcément productif, pour moi, ça va porter atteinte non seulement à ma performance, mais à qui je suis. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment
que je travaille sur voir ma valeur à travers mes yeux et non forcément à travers ce que j'apporte aux autres. Et c'est vraiment un truc qui a motivé le fait de me dire que si tu te lances dans ce CDI-là qu'on t'a proposé ou si tu te lances dans le monde du travail comme ça, juste pour signer un CDI, en fait, tu vas rentrer dans ce cercle-là et tu vas jamais ressortir. Tu vas toujours rentrer dans ce truc de ce que je fais dicte qui je suis. Sauf que c'est pas forcément ça. C'est vraiment qui je suis, en fait, qui devrait dicter qui je suis, pas forcément ce que je fais. Bien sûr, ce que tu fais aussi, ça a un impact sur la perception qu'ont les autres de toi, la manière dont tu vas te présenter et autres. Mais ça devrait pas être que ça, en tout cas pour moi. Et je me suis dit, ok, prends ce temps-là de voir cette valeur-là à travers tes yeux et de prendre conscience que maintenant que tu as le contrôle de ton temps, c'est aussi un fardeau. Parce que oui, là, j'ai un devoir en ma personne qui est celui d'accomplir. Il s'agit d'un temps limité. Donc ça va être un chômage de 4 mois, 6, voire 1 an maximum. Mais je sais que je dois ressortir de cette situation en étant une version plus accomplie de moi-même. Parce que je ne peux pas me reposer sur mes lauriers parce que je sais au fond de moi que plus je reste en dehors du marché du travail, plus je perds ma valeur. Donc pour moi, il est essentiel de développer un set de compétences qui va me permettre de re-rentrer sur le marché du travail et de justifier aussi pourquoi est-ce que j'ai pris cette période-là. En gros, de justifier la longueur de mon chômage, la durée de mon chômage, avec le fait que, sachez que j'ai quand même développé un set de compétences. Et ça, c'est encore moi. Je ne sais pas si si beaucoup d'étudiants partagent ce ressenti-là, mais en tout cas, moi, je me dis, ok, tu as cette charge-là. Et en plus de cette charge-là, tu as aussi la charge mentale. Parce que c'est une pression, en fait, de choisir le moment présent. Parce que si vraiment j'essaye de disséquer un peu la situation, c'est ok, là, je suis en train d'apprivoiser un facteur qui a le contrôle sur ma vie pendant un certain temps, mais je ne dois pas oublier que ce facteur aussi, je dépends de lui. C'est-à-dire que cette routine-là que j'ai de me lever, de choisir ce que je veux faire des 24 heures de ma journée, c'est pendant un certain temps. Après, je vais devoir me reconformer, repartir sur une période où je vais devoir allouer mon temps à quelqu'un qui va me payer, bien sûr. Et après, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est juste que je sais que c'est quelque chose d'éphémère. C'est que le temps, c'est mon meilleur ami parce que je l'apprivoise, mais c'est aussi une sorte, pas mon ennemi, mais quelqu'un dont j'ai peur. Parce que je me dis, ah ouais, là, tu es en train de l'apprivoiser, ça se passe bien, mais après, n'oublie pas aussi qu'il reprend le contrôle. Et c'est là où je me dis, ok, utilise cette période-là, qui est une période limitée, que tu n'auras peut-être plus pour vraiment te trouver toi et vraiment trouver ce qu'il y a. Donc, en plus d'être une quête personnelle, ce sera aussi sur le long terme une quête professionnelle, parce que bien sûr, j'envisage de repartir sur le monde du travail, mais j'ai vraiment envie de me dire que, ok, tu as choisi le moment présent, tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, que ce soit au moment de l'entretien annuel, jusqu'au moment aujourd'hui où tu as décidé de te choisir toi et de ne pas passer par un accomplissement purement professionnel, mais aussi de creuser ce qu'il y a en toi, il faut que ça soit positif en fait. Il faut forcément que tu ressortes quelque chose et que tu te dises que ok, tout ce temps que j'ai pris pour moi, ça va me forger et ça va me permettre d'appréhender la vie avec de nouvelles clés qui sont celles de commencer par le moment présent en fait. Pour conclure cette story time, je souhaite revenir sur le nom de ce podcast qui n'est pas vraiment une vie de chômeuse, comme tu as pu le voir dans l'épisode 1, mais plutôt choisir une vie de chômeuse. Comment est-ce que j'ai décidé de le devenir malgré la pression de la société, qui est basée sur un accomplissement personnel passant d'abord par le fait de mettre le travail au premier plan. Et honnêtement, j'ai conscience que le fait de choisir cette situation, c'est presque un luxe et j'en suis très reconnaissante. J'ai pas la pression familiale, j'ai pas la pression de l'argent, et la pression que je redoutais le plus, qui est la pression sociale, je l'ai presque pas. J'ai eu la possibilité d'échanger avec beaucoup de mes ex-collègues et mes camarades qui ont également eu à prendre cette décision. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas vraiment de honte à se choisir. Franchement, c'est quelque chose que je souhaite à de nombreux adultes, qu'ils soient jeunes ou matures. J'aimerais bien qu'on ait la possibilité, ne serait-ce qu'une fois par an, en gardant le contrat bien sûr, parce que le nerf de la guerre, c'est fortement l'argent, mais avoir cette possibilité-là de remettre à jour ton logiciel, faire un état des lieux, savoir ce que tu fais, si ce que tu fais ça te plaît et éventuellement ce que tu pourras entreprendre. J'ai vraiment envie qu'on ait cette possibilité-là de faire une sorte de pause dans l'année, mais une pause qui nous serait bénéfique de manière interne. Et dans cette quête-là, j'ai envie de commencer le travail de chercher mon pourquoi. Quel est mon but réel dans la vie? Qu'est-ce qui me motive et me passionne? Et je sais que je ne vais pas trouver la réponse demain, ça c'est sûr. Je pense que je pourrais même la trouver dans 2, 3, voire 5 ans. Mais c'est une question que j'ai toujours eu peur de me poser, un peu comme si elle me forçait à rêver de plus pour moi, mais que je n'ai pas le courage de le faire. Donc je veux vraiment commencer par là et commencer à comprendre pourquoi est-ce que j'ai une peur de me projeter dans quelque chose qui pourrait me rendre beaucoup plus accomplie.
En tout cas, me faire me sentir plus accomplie. Sincèrement, je pense que le podcast est un des éléments de réponse et je te remercie de m'accompagner dans cette aventure. Enfin, j'espère que le podcast t'a plu. N'hésite pas à me le noter sur Spotify et me faire tes retours. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation.